Quand on veut, on peut. Quand Kara, qui faisait son premier triathlon, s'est sentie trop épuisée pour continuer, elle s'est rappelée à quel point elle voulait aller au bout et elle a imaginé la foule l'acclamer au moment où elle franchirait la ligne d'arrivée. Il s'avère que le « muscle » métaphorique de la volonté peut aussi être convaincu de persévérer plus longtemps sous l'effet d'une bonne inspiration. Les psychologues Mark Muraven et Elisaveta Slesareva de l'Université d'État de New York à Albany ont testé un certain nombre de motivations sur des élèves qui avaient épuisé leur volonté. On ne sera pas étonné de savoir que l'argent aide les élèves de premier cycle universitaire à trouver une réserve de volonté. Et ils feront pour l'argent ce qu'ils auraient été incapables de faire quelques instants plus tôt, tellement ils se sentaient épuisés. Le self-control a également fait un pic lorsque l'on a dit aux étudiants que s'ils faisaient de leur mieux, cela aiderait les chercheurs à trouver un moyen de guérir la maladie d'Alzheimer, ce qui n'est pas sans rappeler les athlètes d'endurance qui courent pour lutter contre le cancer par exemple. Enfin, la simple assurance que l'entraînement améliorerait leur performance lors d'une tâche difficile a aidé les étudiants à pousser leur volonté au-delà de leur épuisement. Si c'est un facteur de stimulation moins évident, il n'en joue pas moins un rôle important dans la vraie vie pour motiver les gens à persévérer dans les changements difficiles. Si vous pensez que ne pas fumer sera aussi difficile dans un an que le premier jour où vous ne toucherez pas à la nicotine, où vous seriez prêt à vous arracher les yeux pour une cigarette, vous avez un bien plus grand risque d'abandonner. Mais si vous pouvez vous projeter dans une époque où dire non sera une seconde nature, il y a plus de chances que vous soyez prêt à passer par une période de manque passagère. Expérience de volonté. Quel est votre pouvoir de vouloir ? Quand vous n'avez plus beaucoup de volonté, essayez de trouver une force renouvelée en utilisant votre pouvoir de vouloir. Pour le plus gros défi que vous souhaitez affronter, considérez les motivations suivantes. 1. Quel bénéfice allez-vous tirer si vous réussissez à relever ce défi ? Qu'est-ce que cela va vous apporter à vous personnellement et concrètement ? Une meilleure santé, le bonheur, la liberté, la sécurité financière ou le succès ? 2. Qui d'autre tirera du profit de votre réussite ? Il y a certainement d'autres personnes qui dépendent de vous et sont affectées par vos choix. Comment votre comportement influence-t-il votre famille, vos amis, vos collègues, vos employés ou votre employeur et la communauté ? Comment votre réussite les aiderait-elle ? Imaginez que ce défi va être de plus en plus facile avec le temps si vous êtes prêt à faire ce qui est difficile maintenant. Pouvez-vous imaginer ce que sera votre vie et ce que vous penserez de vous-même lorsque vous progresserez dans ce défi ? Un peu d'inconfort maintenant vaut-il la peine si vous savez que ce n'est qu'une période passagère de votre progression ? Cette semaine, quand vous allez faire face à vos défis, demandez-vous quelle est la plus puissante de vos motivations à ce moment précis. Souhaitez-vous faire quelque chose pour les autres que vous ne feriez peut-être pas pour vous ? La seule chose qui vous motive est-elle le rêve d'un avenir meilleur ou la crainte d'une catastrophe ? Lorsque vous trouverez votre principal pouvoir de vouloir, ce qui vous donne la force quand vous vous sentez faible, pensez-y chaque fois que vous êtes tenté de céder ou d'abandonner. Une mère frustrée trouve son pouvoir de vouloir. Mère au foyer, Erin était aux prises avec des jumeaux de 2 ans. Elle était épuisée par les exigences de son statut de parent et lessivée par leur découverte du mot « non ». Elle se trouvait souvent à bout et perdait son sang-froid avec ses jumeaux lors de bagarres mineures mais incessantes. Le défi de volonté qu'elle voulait relever pour le cours était d'apprendre à garder son calme quand elle était prête à exploser. Quand Erin réfléchit à ce qui l'a motivé le plus à garder son calme, la réponse évidente lui sembla être une meilleure mère. Mais dans les moments de frustration, cette motivation n'était pas suffisante. Elle se rappelait bien qu'elle voulait être une meilleure mère, mais cela ne faisait que la frustrer encore plus. Erin se rendit compte qu'une motivation encore plus grande était le désir d'être heureuse d'être une mère. Ce qui n'est pas exactement la même chose que d'être une meilleure mère. Erin criait de frustration non seulement à propos de ce que faisaient les garçons, mais aussi de toutes les situations où il était clair qu'elle n'était pas la parfaite maman qu'elle avait rêvé d'être. La moitié du temps, c'était à elle qu'elle en voulait, mais sa colère se portait sur ses fils. Elle était aussi contrariée d'avoir abandonné son travail dans lequel elle se sentait très efficace pour une situation où elle sentait qu'elle ne maîtrisait rien. Se rappeler qu'elle n'était pas une mère parfaite ne l'aidait absolument pas à mieux se maîtriser, et elle ne s'en sentait que plus mal. Pour trouver la volonté de ne pas exploser, Erin devait prendre conscience que rester calme était aussi important pour elle-même que pour ses fils. Ce n'était pas agréable de hurler et elle n'aimait pas qui elle était quand elle perdait la maîtrise d'elle-même.
Elle était à présent tellement frustrée par l'écart entre ses idéaux et la réalité de la vie quotidienne qu'elle avait commencé à se demander si elle voulait même être une mère. Et Erin voulait vouloir être une mère. Faire l'effort de s'arrêter, de respirer et de trouver une réaction moins stressante n'était pas seulement important pour donner à ses fils une meilleure maman. C'était ce qui lui permettrait d'être contente d'être avec ses fils et de se sentir bien d'avoir abandonné ce qu'elle avait abandonné pour être une mère au foyer. Avec cette nouvelle perspective, Erin a trouvé qu'il était plus facile de garder son calme. Ne pas hurler après ses fils est devenu une façon de ne pas hurler après elle-même et de trouver la joie dans la réalité compliquée de la maternité. Parfois, notre principale motivation n'est pas ce que nous croyons qu'elle est ou nous pensons qu'elle devrait être. Si vous essayez de changer un comportement pour plaire à quelqu'un d'autre ou pour être la personne adéquate, voyez s'il n'y a pas un autre désir qui représente une plus grosse motivation pour vous. Distraction du quotidien et chute d'une civilisation. Nous avons eu de nombreuses preuves de la façon dont les sollicitations quotidiennes du self-control peuvent épuiser la volonté dont nous avons besoin pour résister à des tentations ordinaires comme les biscuits ou les cigarettes. Bien sûr, cela n'est pas une très bonne chose. Mais si ces tentations menacent nos objectifs personnels, ce n'est rien à côté des conséquences collectives d'une société dans laquelle la plupart des gens sont chroniquement à bout de volonté. Une des études les plus troublantes concernant l'épuisement de la volonté est passée à l'échelon supérieur en utilisant des biens publics comme mesure du self-control dans un jeu appelé le jeu de la forêt. Dans cette simulation économique, les joueurs étaient les propriétaires d'une exploitation forestière pour une période fictive de 25 ans. Ils disposaient d'environ 200 hectares la première année et on leur expliqua que la forêt grandirait à un rythme de 10% par an chaque année. Chaque propriétaire pouvait abattre jusqu'à 40 hectares par an. Pour chaque hectare abattu, les joueurs toucheraient 6 cents. Pas besoin de faire de gros calculs pour comprendre que dans ces conditions, la décision la plus judicieuse sur le plan économique, sans parler du plan écologique, était de laisser la forêt se développer plutôt que de la couper et de la vendre rapidement. Cependant, cette stratégie demandait de la patience et le désir de coopérer entre joueurs afin que personne n'abatte toute la forêt pour se faire de l'argent rapidement. Avant le jeu, certains groupes de joueurs durent effectuer une tâche de self-control qui nécessitait de repousser des distractions mentales, opération classique de diminution de la volonté. Ils sont arrivés pour jouer un peu démunis de leur volonté. Au cours du jeu, ces joueurs ont décimé leur forêt pour obtenir un profit à court terme. Dans cette simulation, sur les 200 hectares initiales, il n'en restait plus que 30 à la 10e année. La forêt fut complètement détruite et la simulation dut s'arrêter prématurément. Les joueurs n'avaient pas coopéré. Ils s'étaient rabattus sur une stratégie du type « je prends tout ce que je peux avant que les autres ne vendent ». Au contraire, les joueurs qui n'avaient pas été soumis à cette tâche de distraction avaient encore une forêt quand la simulation prit fin au bout des 25 ans virtuels, et ils avaient gagné encore plus d'argent tout en sauvant des arbres. Coopération, réussite économique, gestion responsable de l'environnement. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je sais à quel joueur je confierais ma forêt, mon entreprise ou mon pays. Le jeu de la forêt n'est qu'une simulation, mais on ne peut pas s'empêcher de penser à la disparition sinistrement similaire de la forêt de l'île de Pâques. Pendant des siècles, cette île de l'océan Pacifique, à la forêt dense et luxuriante, abrita une civilisation florissante. Mais avec le temps, les habitants de l'île, de plus en plus nombreux, ont commencé à couper des arbres pour avoir plus de terre et plus de bois. Déjà au IXe siècle, ils abattaient les arbres plus vite que la forêt ne pouvait se régénérer. Au XVIe siècle, la forêt avait disparu et avec elle, de nombreuses espèces dont les habitants dépendaient pour leur alimentation. La famine et le cannibalisme ont commencé à se répandre. À la fin du XIXe siècle, 97% de la population avait péri ou quitté l'île devenue aride. Depuis, beaucoup de gens se sont demandé à quoi pensaient les résidents de l'île de Pâques quand ils détruisaient leurs forêts et leurs sociétés. Ne pouvaient-ils pas voir les conséquences à long terme de ce qu'ils faisaient ? Nous ne nous imaginons pas capables de prendre des décisions aussi irréfléchies. Et pourtant, les humains ont une tendance naturelle à se concentrer sur les gains immédiats et changer de cap pour éviter un désastre exige une autodiscipline énorme de tous les membres de la société. Il ne suffit pas de se préoccuper de quelque chose. Pour changer, il faut agir. Tous les joueurs ont exprimé les mêmes valeurs de coopération et le désir de protéger le bien à long terme. Les joueurs qui n'avaient plus toute leur volonté n'ont tout simplement pas tenu compte de ces valeurs. Selon les psychologues qui ont fait cette étude, on ne veut pas compter sur des gens qui n'ont pas toute leur volonté pour prendre de bonnes décisions pour la société. Cela est préoccupant quand on sait à quel point il est facile d'épuiser sa volonté
et combien de décisions mineures notre self-control est obligé de prendre au quotidien. Nous n'allons pas pouvoir résoudre des crises nationales ou mondiales comme la croissance économique, le système de santé, les droits de l'homme et le réchauffement climatique si nous sommes épuisés par nos courses et notre travail avec des collègues difficiles. En tant qu'individus, nous pouvons prendre des mesures pour renforcer notre propre self-control et cela aura des conséquences non négligeables dans notre vie personnelle. Mais il est plus difficile de savoir comment renforcer le self-control limité d'une nation. Plutôt que d'espérer que nous nous développions en tant que nation, plus de volonté afin de faire face à nos plus grands défis, nous avons probablement intérêt à sortir le self-control de l'équation, ou en tout cas à réduire les sollicitations du self-control quand il s'agit de savoir ce qu'il convient de faire. L'économiste comportementaliste Richard Thaler et le juriste Cass Sunstein défendent l'idée d'une architecture du choix qui consiste en des systèmes qui permettent aux gens de prendre plus facilement de bonnes décisions en harmonie avec leurs valeurs et leurs objectifs. Par exemple, demander aux gens de devenir donneurs d'organes au moment où ils renouvellent leur permis de conduire ou quand ils s'inscrivent sur les listes électorales. Ou faire en sorte que les compagnies d'assurance maladie prévoient un bilan de santé annuel automatique pour leurs membres. Ce sont des choses que la plupart des gens veulent faire, mais qu'ils repoussent parce qu'ils ont tellement d'autres choses plus urgentes à faire. Les supermarchés utilisent déjà l'architecture du choix pour influencer ce que vous achetez, bien que ce ne soit pas, en général, dans un but noble, mais seulement pour faire du profit. S'il existait assez de facteurs de motivation, ils pourraient mettre en valeur les produits les plus sains ou ceux qui respectent l'environnement, plutôt que de mettre aux abords des caisses des produits du type bonbons ou magazine People qui font l'objet d'achats compulsifs. S'il existait assez de facteurs de motivation, ils pourraient mettre en valeur les produits sains ou ceux qui respectent l'environnement. Plutôt que de mettre aux abords des caisses des produits du type bonbons ou magazine People qui font l'objet d'achats compulsifs, les magasins pourraient utiliser ces endroits pour faciliter l'accès aux fils dentaires, aux préservatifs ou aux fruits frais. Il a été démontré que le simple agencement des produits permettait une augmentation spectaculaire des achats bons pour la santé. Chercher à influencer les décisions des gens par une architecture du choix est une proposition controversée. Certains voient cela comme une façon de restreindre la liberté individuelle ou de passer outre les responsabilités de chacun. Pourtant, les gens qui ont la liberté de choisir ce qu'ils veulent choisissent la plupart du temps ce qui est contraire à leur intérêt à long terme. D'après les recherches sur les limites du self-control, cela n'est pas dû au fait que nous serions irrationnels par nature ou parce que nous choisissons délibérément de profiter d'aujourd'hui en nous fichant du lendemain. Non. Nous sommes peut-être tout simplement trop fatigués pour agir à l'encontre de nos pires pulsions. Si nous voulons renforcer notre self-control, il nous faut peut-être réfléchir à la meilleure manière de soutenir la version la plus épuisée de nous-mêmes, plutôt que de compter sur une version idéale de nous-mêmes qui se présenterait comme de juste au bon moment. Un dernier mot. Les limites du self-control présentent un paradoxe. Nous ne pouvons pas tout contrôler, et pourtant, le seul moyen de développer notre self-control est de repousser nos limites. Tel un muscle, notre volonté suit la règle, ne s'use que si l'on ne s'en sert pas. Si nous essayons d'économiser notre énergie en nous forçant le moins possible, nous perdrons la force que nous avons. Mais si nous essayons de courir un marathon de la volonté chaque jour, nous irons droit dans le mur. Notre défi est de nous entraîner comme des athlètes intelligents, en repoussant nos limites tout en dosant nos efforts. Et si nous pouvons trouver de la force dans notre motivation quand nous nous sentons faibles, nous pouvons aussi chercher des moyens d'aider notre moi fatigué à faire les bons choix. Résumé du chapitre. L'idée principale, le self-control est comme un muscle. Il se fatigue après l'usage, mais un exercice régulier le rend plus fort. Sous le microscope. Les hauts et les bas de la volonté. Cette semaine, faites le suivi de la force de votre self-control. Prêtez particulièrement attention aux moments où vous avez le plus de volonté et à ceux où vous présentez le plus de risques de céder ou d'abandonner. Votre épuisement est-il réel ? La prochaine fois que vous vous trouvez trop fatigué pour exercer votre self-control, voyez si vous pouvez aller au-delà de cette première sensation de fatigue et faire un pas de plus vers votre objectif. Expérience de volonté. Le régime spécial volonté. Assurez-vous que vous procurez bien à votre corps l'alimentation qui vous donne l'énergie sur une longue durée. Exercice de volonté. Cette semaine, exercez votre muscle du self-control en choisissant une chose à faire. Pouvoir de faire, ou à ne pas faire, pouvoir de ne pas faire, ou en faisant le suivi d'une chose à laquelle vous n'avez pas l'habitude de faire attention. Trouvez votre pouvoir de vouloir. Quand vous aurez trouvé votre plus important pouvoir de vouloir, cette motivation qui vous donne la force quand vous vous sentez faible, forcez-vous à y penser chaque fois que vous êtes très tenté de céder ou d'abandonner.